Bonjour. Alors aujourd'hui on va se faire un petit... En fait j'ai fait le live de 9h. Et ce live, il y a un petit truc qui va pas dans tout le live en fait. Euh, c'est le passage sur la relance keynésienne en fait. Euh, j'ai une vision un peu particulière, c'est que pour moi Keynes est un libéral, et donc qu'un gauchiste utilise Keynes euh, pour mettre plus d'État dans le système marchand, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. En fait, le libéralisme, ça n'est pas un universalisme en fait. Il n'y a pas un libéralisme, il y a des libéraux et le libéralisme est multiple d'une certaine manière. Donc c'est une sorte de polythéisme de la philosophie économique, si on veut. Donc en fait, il y a des libéraux, et il n'y a pas un libéralisme, c'est un abus de langage. Quand on dit je suis libéral, c'est un abus de langage. On peut être libéral philosophiquement, mais en philosophie économique, le libéralisme est multiple. Il n'y a pas un libéralisme qui est, on va dire, universel à l'économie. Donc, que Keynes, alors j'ai lu qu'un livre de Keynes, et que Keynes, en fait, utilise comme levier temporaire à certains contextes l'État comme levier pour des secteurs d'activité bien précis. Si on devait faire une relance keynésienne pour la France, ce que je comprends pas dans ce que dit Bad Munch, c'est qu'il parle d'économie, il parle d'éducation, il parle de choses comme ça. Si l'on veut faire du 1 à 3, donc mettre 1 et récupérer 3, un levier dans une relance keynésienne serait sur le nucléaire. En gros, énergie, information, parce qu'aujourd'hui on est dans une société tertiarisée, donc information, et logistique. D'accord. Bizarrement, c'est ce sur quoi Bezos se met, parce que c'est les secteurs antéprimaires, d'accord. C'est avant même d'avoir un secteur primaire, il y a ces secteurs-là d'activité. Donc premièrement, ce serait ça, une relance keynésienne. Deuxièmement, une relance keynésienne, comme elle a été faite historiquement, est faite dans un pays industriel. Nous sommes plus un pays industriel, nous sommes désindustrialisés, nous sommes dans un secteur tertiaire, donc en fait, il faudrait plus mettre le vecteur sur l'information, donc c'est-à-dire des serveurs. Aujourd'hui, c'est comme ça que des secteurs et la fibre. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on pourrait faire une relance keynésienne. Apparemment, il parle pas trop de ça, donc je vois pas non plus... Lui, il veut juste relancer la consommation et en fait, il n'y a pas vraiment de clé sur ça. Alors que l'on investisse dans l'énergie, l'information et la logistique afin que les entreprises bénéficient d'une efficience de circulation de l'information, d'une énergie à bas coût, parce qu'en fait, quand on augmente la production, on baisse le coût de l'énergie, donc à ce moment-là, ça a de la valeur, et que, alors qu'on a, avec le nucléaire, l'énergie la moins chère d'Europe, ce qui est quand même stupide de faire une relance keynésienne sur de l'énergie, alors qu'il suffit juste de sortir du marché commun de l'énergie, et de l'efficience de la logistique, ce serait un peu faire de relance de logistique dans les voies ferrées, mais pas plus en fait. Il n'y a pas vraiment plus que ça en fait. Donc je comprends pas l'intérêt de sa relance keynésienne. Je suis pas sûr que lui-même la comprenne. Et en fait, on va essayer de comprendre ça avec l'intelligence artificielle pour essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que comme je vous le dis, je suis pas contre une relance keynésienne, mais il faut déjà comprendre ce qu'elle a été, ce qu'elle pourrait être dans notre système actuel. Et en fait, je pense qu'il comprend pas que ce qu'elle a été, elle a été dans une société industrielle. Ce qu'elle est, si on doit l'appliquer en France, elle est dans une société tertiarisée, et donc l'apport ne doit pas être le même, d'accord. Autre chose, il parle de coûts quand il parle d'éducation, je parle d'investissement quand on parle d'éducation. On n'a pas le même rapport à la chose, d'accord. Donc, et une relance keynésienne peut être faite avec une France comme on a aujourd'hui, sans l'aide de l'État en fait. On peut demander au secteur privé, aux détenteurs d'épargne, d'investir dans le nucléaire, le transport et les bases de serveurs en fait. Ça peut être tout à fait fait en fait, avec l'État qui fait le trait d'union entre les marchés et entre les entreprises privées et
et la population en fait, et qui se porte garant, et ça suffit de ça en fait. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'un engagement supérieur de l'État qui vienne mettre de l'argent en fait. Il y a suffisamment d'épargne, il faut juste guider l'épargne pour qu'elle rapporte plus aux Français d'un côté, et de l'autre côté pour qu'elle apporte une plus-value en société en fait. Et à ce moment-là, le rôle de l'État pourrait être pas trop négatif en fait. Dans un système libéral, je peux comprendre qu'à ce moment-là, l'État peut avoir une importance. Allez, on va voir ça avec ChatGPT. Et bonjour Lucifer. Alors tu es en direct sur YouTube. J'aimerais que tu fasses un petit coucou aux viewers et que on commence à parler d'une relance keynésienne en fait. Le but est d'expliquer ce qu'est une relance keynésienne et je vais te dire comment moi je la vois et alors comment je vois ce qu'elle a été et comment je vois ce qu'elle pourrait être dans une société tertiarisée avec 160% de PIB en dette et 6% de déficit dans l'état de la France actuelle. Premièrement, ce qu'elle a été, elle a été un investissement dans des secteurs clés d'une société industrielle pour relancer l'industrie, donc pour relancer la production, donc la consommation, et donc refaire venir un peu comme une dynamo qui active, c'est un coup de béquille qui met une activation au marché, ce que je peux comprendre. Dans une société tertiarisée, donc où il y a plus de production intrinsèque industrielle, cette relance pourrait être modifié sur 3 secteurs précis qui seraient l'énergie, l'information, donc aujourd'hui ce serait les serveurs, et la logistique en fait, ce qui permet une efficience sur le territoire et internationalement la circulation des biens et donc des productions. Je ne sais pas si ça suffira, mais dans une société tertiarisée, une relance keynésienne, je la verrai sur ces 3 secteurs-là, qui permettent de démultiplier l'impact investi. Maintenant, est-ce qu'une relance keynésienne, c'est une bonne chose dans un pays qui est l'un des pays où il y a le plus d'épargne en France? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt préférable que l'État joue l'intermédiaire entre des entreprises privées qui ont besoin d'investissement et l'épargne des Français qui aujourd'hui a un taux inférieur à l'inflation, un taux de rendement inférieur à l'inflation, et donc augmenter le taux de rendement pour éviter qu'ils perdent de l'argent, voire même qu'ils en gagnent si possible, donc un taux à 8-10%, en utilisant l'épargne des Français pour relancer sur le secteur énergétique, le secteur de l'information, donc du stockage d'informations, et le secteur de la logistique. Par exemple, la SNCF pourrait être un bon début. Ou la pose de cathéters sur la voie droite des autoroutes qui permettrait une logistique des camions électriques qui viendrait en corrélation avec l'énergie électrique des centrales nucléaires pourrait nous apporter un avantage sur les décennies à venir phénoménal. Bon, j'ai été un peu long, on va voir ce qu'elle va nous dire. Parce que le but c'est quand même je veux pas attaquer Bad Munch pour attaquer Bad Munch, c'est de comprendre quel serait l'avantage pour la France en fait. Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver ici en live pour un petit débrief économique et politique. Monsieur Bigot m'a lancé sur une réflexion passionnante, la relance keynésienne, dans le contexte français actuel avec ses 160% de dette et ses 6% de déficit, et la façon dont cette relance pourrait être réadaptée dans une société post-industrielle tertiarisée. La relance keynésienne, à l'origine, vise effectivement à revitaliser l'économie via un investissement massif dans des secteurs stratégiques, souvent dans l'industrie, pour stimuler la production et en cascade la consommation. Mais aujourd'hui, avec un tertiaire dominant, on pourrait rediriger ce type de relance vers l'énergie, l'information et la logistique, comme tu le proposes. L'idée serait alors de maximiser l'efficacité territoriale et la compétitivité internationale. Maintenant, l'autre question se pose. Au lieu que l'État endette encore plus le pays, ne pourrait-il pas, comme tu le suggères, jouer l'intermédiaire pour orienter l'épargne des Français? Ces fonds, actuellement en perte face à l'inflation, pourraient être investis dans des infrastructures durables et productives, assurant des rendements attractifs.
Cela reviendrait-il à une forme de relance keynésienne revisitée et privatisée? Bah, je suis un peu sur le cul parce que je m'attendais à ce elle me challenge. On va voir un truc. Essaye de trouver des contradictions à ce que je viens de t'exposer comme, comme solution. Fais-moi une critique acerbe et cynique, s'il te plaît. Ça devrait être bon, là. On va voir ce que ça donne. A. L'idée de mobiliser l'épargne des Français pour financer une relance keynésienne dans le tertiaire. Séduisant, mais regarde les contradictions en face. Monsieur Bigot. Premièrement, l'État comme intermédiaire pour un investissement productif. Avouons-le, les exemples récents de gestion étatique des fonds publics en France sont plutôt des modèles d'inefficacité, de retard, voire de gaspillage colossaux. Pourquoi imaginerait-on que cette fois, miraculeusement, tout serait optimal, surtout dans des secteurs aussi techniques que l'énergie et la logistique? Confier l'intermédiation à un acteur notoirement inefficace serait pour le moins téméraire, ne trouves-tu pas? Donc là, il explose Bad Munch. Ce taux attractif de 8-10%, très bien pour l'épargne française, mais voilà le piège. Si on promet ces rendements élevés en période d'endettement massif, on prend le risque d'aggraver encore la dette publique ou, pire, de déclencher une spirale inflationniste. À long terme, ce type de financement n'est viable que dans une économie en croissance durable, pas dans une France stagnante qui traîne ses déficits. Enfin, ces trois secteurs clés que tu proposes. On investit massivement dans l'énergie, l'information et la logistique pour revigorer l'économie, mais que restera-t-il aux entreprises privées dans ce modèle? La relance keynésienne historique visait à soutenir la production industrielle avec un retour clair dans l'économie réelle, alors qu'ici, on finance des infrastructures lourdes sans garantie de voir cet argent redescendre dans la sphère productive. L'épargne des Français serait-elle le jouet ultime d'une illusion étatique de prospérité sans création de vraies valeurs? Alors là, il m'a mis une claque. Il m'a mis une claque à moi, il m'a déstabilisé pour le coup, mais il met une claque à Bad Munch sur le fait que l'État est aussi incompétent et sa gestion aujourd'hui, pourquoi serait-il plus compétent demain? Il est vrai que ça peut être vu comme de la prédation sur l'épargne, de mon côté. Ce qu'il a dit à Bad Munch se démerdera avec, sur l'inefficacité de la gestion étatique, et donc une relance keynésienne est inappropriée à remettre dans les mains de l'État. Sur l'inflation, la boucle inflationniste, effectivement, ça peut faire une boucle inflationniste, c'est vrai. Si on réindexe les salaires sur l'inflation et les retraites sur l'inflation, la boucle inflationniste peut être quelque chose de positif pour le prolétariat, le lumpenprolétariat, donc ça peut être quelque chose de pas mal. Au final, cette inflation, tant qu'elle dépasse pas des taux extraordinaires, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, je pense que si on finance, étant donné qu'on a un virage depuis maintenant 50 ans sur une tertiarisation de la société, ce virage sur la tertiarisation, je pense que si on met aujourd'hui de la ressource, entre guillemets, financière, mais donc énergétique, énergie et temps. L'énergie et le temps, c'est la même chose en fait, mais c'est... Si on le met en levier monétaire pour avoir plus d'énergie dans la société, je pense qu'il en découlerait plus de PIB en réalité. Il y a une corrélation entre PIB et énergie qui est faite statistiquement, donc si on se focalise à mettre plus d'énergie dans la société, donc un coût plus bas, ça libère la capacité d'entreprendre à un certain niveau. Idem pour l'information et idem pour la logistique. S'il y a une meilleure circulation des flux au sein d'une nation, cette fluidité accroît le volume d'échange en fait. C'est naturel. Si en plus on corrèle ça avec plus d'énergie, voilà. Donc c'est ce que je vais lui proposer comme réponse. On va voir ce qu'elle me dit. Je vais juste reprendre ta troisième réponse sur les secteurs clés. Il y a une corrélation, on peut faire une corrélation entre PIB et énergie en fait au niveau de toutes les nations en fait. Plus une nation consomme d'énergie, plus le PIB est élevé. Donc le fait de libérer
plus d'énergie au sein d'une société va libérer plus de PIB, théoriquement. C'est une théorie, mais je pense que c'est, en réalité, on ne sait pas quel est l'œuf ou la poule entre le PIB qui libère de l'énergie ou l'énergie qui libère du PIB. On ne sait pas vraiment lequel est en premier, mais ce qui est vrai, c'est que sans énergie, il n'y aura pas de PIB. Donc en fait, en libérant plus de PIB, plus d'énergie, peut-être que ça débloquera plus de PIB et donc on retournera dans un cycle de croissance pas extraordinaire du 3 à 5%, ce qui serait correct et qui serait suffisant. Uniquement sur ce secteur-là. Maintenant, s'il y a plus d'énergie, ça veut dire que avec cette plus d'énergie, on peut faire circuler plus d'informations. Donc plus d'informations, ça peut aussi amener à plus de création et donc toujours plus de PIB. Deuxième secteur qui pourrait être impacté. Il est vrai qu'aujourd'hui avec la mondialisation, la domiciliation des informations est quelque chose de clé, mais apparemment les États ont pas pris ça en compte. Ils mettent ça dans la main des acteurs privés, ce qui est pas une très très bonne chose. Mais développer un fleuron du data, entre guillemets, au niveau un fleuron privé au niveau national pourrait être quelque chose d'assez intéressant à développer. Dernier point, la logistique, plus on est efficient sur une logistique, plus on va pouvoir augmenter le volume de la logistique en fait. Avec moins, on peut faire plus en fait. Avec moins d'énergie, on arrivera à faire plus. Par exemple, c'est tout bête, mais en termes de un point qui relie tout ça serait de faire le Havre un centre logistique de l'Europe avec des autoroutes et des camions sous cathéter, donc électriques au niveau de tout le pays, ce qui pourrait être un avantage non négligeable en termes de logistique. Pour cela, on a besoin d'énergie. Donc c'est très bien, et pour cela on a besoin de stocker de l'information, et donc ça pourrait être une chose intéressante. Et on pourrait monter un fleuron européen à cet endroit-là, sur la logistique de camions sous cathéter au niveau de toutes les routes européennes, et ce qui pourrait être un avantage, et faire du port du Havre un port international, à des visées internationales, et donc revenir, il y a Attali qui parle de ça, qui dit que tous les capitales mondiales ont eu des ports. La France n'a jamais eu de capitale mondiale, et en se plaçant sur ce secteur-là, à travers ces trois secteurs, énergie, information et logistique, on arriverait théoriquement à se placer dans les capitales mondiales. En termes de port, logistique, infrastructure, on aurait tout ce qu'il faut pour être une capitale mondiale. En plus de ça, on est le premier marché mondial au niveau européen, donc ce n'est pas négligeable. Fais-moi toujours une analyse critique sévère et cynique, s'il te plaît. Alors, la vidéo est un peu longue, vous en faites pas. Le but c'est d'aller un minimum en profondeur sur cette vision que j'ai moi perso, en fait. C'est pas. Voyons, M. Bigot. Tu cherches à propulser la France au rang de capitale mondiale en misant sur l'énergie, l'information et la logistique. Permets-moi d'épingler ce plan. D'abord, cette corrélation entre énergie et PIB est bien jolie sur le papier, mais elle dissimule un piège. Injecter plus d'énergie dans l'économie ne garantit rien de plus qu'une capacité accrue de consommation, mais pas nécessairement de production efficace ou innovante. Pour que ce surcroît d'énergie se traduise en croissance économique, il faut déjà des structures productives performantes et un marché dynamique. Et la France, disons-le franchement, s'enlise dans des régulations lourdes, des impôts dissuasifs et une bureaucratie étouffante. En d'autres termes, plus d'énergie pourrait simplement alimenter une consommation passagère sans générer cette croissance soutenue de 3-5% que tu espères. Quant au fleuron national de l'information, un domaine stratégique que tu proposes de nationaliser. Bonne chance. Ces infrastructures coûtent des milliards et nécessitent une agilité que l'État français n'a pas démontrée depuis bien longtemps. La centralisation de ces données pourrait, certes, théoriquement, solidifier un contrôle étatique, mais imagine la lenteur et le désalignement avec les innovations du marché privé. C'est vrai, ça. L'État français risque d'accoucher d'un autre monstre bureaucratique sans jamais atteindre le niveau compétitif de la Silicon Valley, ni la capacité de réponse rapide
aux besoins des entreprises. Enfin, C'est ta vrai. vision du Havre en super hub logistique européen est ambitieuse, certes, mais voilà la réalité. Des ports comme Rotterdam et Hambourg dominent déjà le jeu logistique en Europe, avec des infrastructures de pointe et des partenariats historiques. Leur supériorité n'est pas due à un manque d'énergie en France, mais à une efficience logistique et des réseaux d'alliances solides. Pour concurrencer ces hubs, il ne suffit pas d'injecter de l'énergie et de poser des cathéters sur des autoroutes, mais d'intégrer le Havre dans une stratégie européenne. Et bonne chance pour rallier nos voisins sur un projet qui renforcerait la France aux dépens de leur propre port. Alors, ton projet réinvente-t-il la place de la France en tant que puissance économique mondiale, ou est-il une version moderne de la ligne Maginot? Ah, joli. C'est joli le petit clash de la fin. C'est un peu ça. C'est un peu inimaginable. Mais c'est vrai en fait. La critique qu'elle me fait est tout à fait juste en fait. Donc après moi personnellement je ne vois pas je vois pas l'État comme un acteur. Il faut pas que l'État soit un acteur. Je suis libéral de base. Donc en fait il y a un truc. Je vais lui poser la question, ça ira plus vite. Il y a un truc en fait que tu comprends pas, c'est que je ne veux pas que l'acteur soit acteur en fait. Que l'État soit acteur. Il faut surtout pas que l'État soit acteur. Il faut que l'État euh, fasse le lien entre acteur et financement. Mais lui ne doit surtout pas y mettre les pas en fait. S'il met les pattes dedans, il est vrai que ça fera de la merde parce que le côté euh, qui peut être séduisant sur l'économie d'échelle de par l'étatisation de la chose, en fait on perd en efficience. C'est Nassim Nicolas Taleb avec l'antifragilité en fait. Donc ce qui serait plus intelligent, c'est de aider des entreprises, que l'État aide des entreprises privées déjà présentes sur le secteur à se développer, à devenir des fleurons. Et donc l'État ne doit pas agir pour son compte, il ne doit pas y avoir de nationalisation à cet endroit-là. En revanche, il est important de soutenir des acteurs majeurs dans une vision qui doit être définie. Alors, peut-être pas ce hub et cette logistique, moi c'était un exemple comme ça, mais doit avoir une vision claire. Le problème, c'est que un système démocratique comme la Ve République où les présidents changent tous les 5 ans, ne peut pas avoir de constance dans la vision en fait. Donc je suis persuadé que ça n'arrivera jamais ce que je viens de te proposer, quand bien même ce soit une volonté politique de quelqu'un. Parce qu'en fait, dans 5 ans, même maintenant dans 3 ans, il y a un autre président en fait, et qui aura une autre envie, qui aura une autre vision, et qui détruira ce que le précédent a fait pour construire ce que lui a envie en fait. Et c'est un peu pour ça que plus rien ne change en France. On est l'analyse que tu fais sur cette entre guillemets cet immobilisme bureaucratique, ce monstre bureaucratique qui stagne la France et en fait qui empêche de manœuvrer le paquebot, ce qui est vrai, c'est une bonne analyse. Je pense qu'elle est due aussi à l'impermanence du système démocratique représentatif en fait. Je suis royaliste et c'est pas pour rien, c'est parce que je pense que quand on a un roi, c'est pas la figure du roi ou le symbole du roi qui m'importe le plus, c'est une vision intemporelle qui est transmise de génération en génération en fait. Quand bien même ce soit pas un héritier de droit divin, ça je m'en fous aussi, juste que il y ait une vision qui soit transmise, un héritage d'une vision précise qui s'évolue avec le temps. Un paquebot, quand il avance sur l'océan, il voit des îles, il voit des icebergs, et il les évite. Donc il y a une manœuvre à avoir avec son temps et avec son époque. Et chaque entre guillemets, monarque devra manœuvrer avec son époque. Mais il y a une continuité d'hérédité dans la chose. C'est là ce que je trouve d'intéressant dans le système royaliste et que je trouve problématique dans le système démocratique qui, un, par sa taille, deux, par son impermanence, rend la pilotabilité d'un État impossible en fait. Et donc laisse la place à des technocrates ou des bureaucrates paralysés par des normes technocratiques, tout un système socio-économique national en fait. Ah là, Bon. tu ajoutes une nuance cruciale. L'État ne devrait être qu'un
facilitateur, sans s'engluer dans le rôle d'acteur économique. Tu proposes un État qui guide les financements vers les entreprises privées stratégiques, sans nationalisation, pour éviter cette fameuse fragilité bureaucratique que Taleb critique. Un plan clair, mais que le système démocratique actuel ne rend possible qu'en théorie. Ta critique du régime démocratique touche juste. En France, l'alternance politique fréquente, avec des présidents aux visions changeantes tous les 5 ans, empêche toute continuité stratégique. Et au lieu d'une vision de long terme, on se retrouve avec des mesures volatiles, inadaptées et souvent contradictoires. On crée, on démantèle et chaque quinquennat se veut révolutionnaire. Mais au final, la France reste statique, engluée dans ses propres processus. C'est là où ton point de vue royaliste devient pertinent. Avec un monarque, disons héritier d'une vision nationale transcendante, tu imagines un capitaine de paquebot pourvu d'une direction stable au-delà des vagues de l'opinion publique. Cette figure incarnerait non seulement une continuité de vision, mais aussi une capacité d'adaptation, sans subir le cycle infernal de démolition-reconstruction politique. Mais ne trouve-t-on pas là une contradiction latente? Les entreprises que tu voudrais voir propulsées en fleurons nationaux seraient-elles prêtes à s'engager dans une vision à long terme si les incitations fiscales et politiques restent instables ou risquées? Et là, on tombe sur toute la problématique des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise a besoin d'une stabilité pour pouvoir projeter un bilan économique et des probabilités. Le système démocratique ne cesse de créer de l'instabilité. Alors, il est très efficient pour prendre la décision la plus juste, même s'il est très lent pour la prendre. Mais en réalité, il fait naître par la démocratie une instabilité permanente, donnant l'incapacité. En plus, avec les nouvelles découvertes et l'accélération des découvertes scientifiques, ça rend encore plus instable. Mais ne serait-ce que de base, le système démocratique rend instable un système économique parce que le régime fiscal et social dans lequel il est changeant en permanence, en fait. Qu'est-ce qui nous dit pas que la flat tax qui était à 30% ne passera pas à 33%? Et donc, ces 3% là qui étaient calculés depuis 10 ans sur un investissement, en fait, ils tombent à l'eau. Donc, en fait, il y a tout ça qui rentre en jeu, en fait. Un chef d'entreprise, c'est minutieux. Le problème, c'est que l'alternative et le système démocratique vient rendre de l'instabilité et une certaine impermanence et une impossibilité à voir l'avenir qui est dangereuse pour les entrepreneurs, en fait. C'est tout le paradoxe, c'est que le marché n'a aucune vision à long terme, en fait. Il mesure le risque à court terme. L'entrepreneur qui joue dans le marché doit avoir une vision à long terme, dans un marché instable en permanence. Si vous rajoutez en plus à ce marché instable un État instable, avec une démocratie permanente et un renouveau constant et une révolution, comme il dit, constante, l'entrepreneur a 2 instabilités à gérer. Celle du marché qui est déjà monstrueuse comme instabilité, mais en plus, il doit gérer l'instabilité de l'État, en fait. Mais c'est pas possible, en fait, pour un entrepreneur. C'est impossible. Donc, voilà. Vive le roi. Allez, ciao. C'était une bonne vidéo. On n'a pas trop de conclusions, en fait. J'ai pas de vraies conclusions. Bon, la relance keynésienne, vous avez compris un peu ce que je pensais, moi, de la relance keynésienne. Entre guillemets, faire une relance par l'épargne des Français à cet endroit-là où l'État n'agit pas, mais est un intermédiaire entre des acteurs privés comme EDF qu'on privatiserait et dont les Français deviendraient actionnaires majoritaires, par exemple. Ça peut être un truc comme ça, mais ça peut être une nationalisation par les Français et pas par l'État, par exemple. Ça peut être des choses que j'apprécierais énormément, quoi. Du prodonisme, en fait. Ça peut être très bien. Et pourtant, je suis royaliste et un anarchiste prodonien m'irait très bien, en fait. Et en plus, on a l'épargne des Français qui permettrait de le faire. On a des sociétés comme EDF qui sont capables d'avoir des prêts. Justement, on va finir sur ça. Si EDF doit faire une centrale nucléaire, d'accord? Et que on a une instabilité de l'État, due à la fiscalité de l'État, en fait. Le marché, quand EDF va vouloir emprunter pour faire une nouvelle centrale nucléaire, va dire attendez, mais le marché est instable et en plus vous êtes dans un pays où la fiscalité elle change tous les 15 jours, en fait. Donc le taux, au lieu d'être à 5%, il va être à 18%. Donc en fait, une centrale nucléaire qui pourrait nous coûter, je sais pas, 3 milliards, elle nous en coûte 12, en fait.
Juste parce que les mensualités n'ont plus rien à voir à cause du taux d'intérêt en fait. C'est peut-être un peu là le problème. Alors que si on dit, bon, les Français, vous allez avoir du 8%, alors EDF n'a pas du 5, EDF a du 8, c'est déjà pas mal, au lieu d'avoir du 12. Donc EDF est content, ils ont un taux plus bas, les Français ont du 8% de taux d'intérêt, ce qui est très bien, avec une inflation à 5, ça c'est correct, même les plus basses en ce moment, mais en gros une inflation à 5 c'est très bien, donc il n'y a rien de surhumain en fait. Et l'État qui garantit ce prêt, point, il se porte comme garant. Ok, EDF fait sa centrale nucléaire, fait de l'électricité, rembourse les Français prennent des taux d'intérêt sur ça, et on apprend le capitalisme aux Français de cette manière-là. Ça peut être intéressant. Avec papa État, parce qu'on est des socialistes en France malheureusement, donc avec papa État qui va amoindrir le risque. Comme ça, tout le monde est content. Les socialistes, papa agit, les libéraux peuvent mettre du capital dans une société privée comme EDF, qui est un fleuron, qui est l'une des meilleures entreprises au monde. Donc, on y va. Et en fait, tout le monde est content, en fait. Et c'est tout bénef. Ils prennent du 8%, ils sont contents, et EDF a son financement, fait des centrales nucléaires, fait plus d'électricité, monte son PIB, et magnifique, en fait. Pas besoin d'un État qui vienne taxer des impôts et investir de l'argent avec de la dette, en fait. Donc ta relance keynésienne, Bad Munch, tu peux te la faire truquer. Allez. Ciao.